Aux remerciements déjà nombreux qui ont été prononcés, je voudrais ajouter aussi un profond remerciement à toutes les personnes, je dirais de plus en plus nombreuses, qui apportent leur aide. C'est très impressionnant quand on travaille pour les Lagarais de voir qu'à chaque fois qu'on a besoin d'une compétence, on la rencontre dans les 3 jours qui suivent. C'est quand même très commode, extrêmement commode, mais c'est vraiment une gratitude profonde pour tous ceux qui donnent un peu de leur temps, un peu de leurs compétences pour nous aider dans ce travail. Alors, vous l'avez entendu, il y a parmi nous la commission d'enquête avec le père Gérard Nicole, le père Albert, Odile, la notaire. Eux, ils ne vous raconteront pas ce qu'ils font parce que c'est top secret absolu, rien. Vous pouvez toujours les faire causer, ça ne marchera pas. Et du côté de la commission historique, on est un petit peu plus cool, quoi qu'on soit aussi tenu à une certaine discrétion, mais je peux quand même vous raconter un petit peu où nous en sommes. Au moment de l'ouverture officielle de la cause le 22 septembre, il y avait déjà eu pas mal de travail de fait. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté? Alors je ne voudrais pas abuser de votre patience parce que c'est un sujet sur lequel je peux être un peu prolixe, donc je vais me surveiller, mais juste pour vous donner une idée de ce qui se passe et des découvertes que nous faisons. Trois exemples. Le premier, on est très habitué dans les récits sur les Lagarais à dire que quand il s'est marié, beau papa l'a obligé à devenir conseiller au Parlement de Bretagne, mais qu'en fait il s'embêtait au Parlement, et que c'était un homme qui aimait vivre au grand air, et que donc il s'en fichait complètement et qu'il n'y a jamais mis les pieds. Erreur totale, l'exploration minutieuse des registres secrets, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, du Parlement de Bretagne aux archives départementales d'Ille-et-Vilaine, montre que le conseiller Marot a tenu sa place régulièrement. Les jours où il y avait des audiences où il devait être présent, il était là pendant des années. Donc c'est toujours intéressant en histoire quand on se rend compte que ce qu'on racontait, en fait, il fallait vérifier, parce que c'était pas tout à fait vrai. Et puis en même temps, c'est sympathique de voir que même si en effet, peut-être ça l'a pas beaucoup passionné, bah, il a assuré sa responsabilité pendant un certain temps, pendant plusieurs années. Dans le même registre, j'ai découvert que l'absentéisme était largement partagé dans cette noble corporation. Et il y a un moment où il y a un greffier qui note ce conseiller-là, ça fait 20 ans qu'on ne l'a pas vu à Rennes. Bon, bah, le nôtre, il n'a pas séché autant que ça. Et quand il a décidé d'arrêter, eh bien, il a démissionné. Alors que ceux qui ne venaient pas depuis 20 ans à Rennes, ils continuaient à toucher leur gage quand même. Hein. Et donc, Claude Toussaint, quand il a arrêté, il a arrêté. Première découverte intéressante donc dans les registres du Parlement. Deuxième découverte très touchante que j'ai faite dans les archives de l'Académie de médecine à Paris. Il y avait un chirurgien qui avait été formé à Lagarais, qui s'appelait Jean-Baptiste Carbonnier, et qui avait un jour reçu un homme de son village qui avait été blessé au côté gauche, et le coup de couteau était tellement important que la rate était sortie à l'extérieur. Vous n'êtes peut-être pas des spécialistes de la rate, mais sachez que la rate, c'est un organe qui est extrêmement fragile, qui est très vascularisé et qui donc est très facilement la source d'hémorragie. La chirurgie de la rate est quelque chose de très compliqué. Donc une rate à l'extérieur, c'est pas terrible hein, pour l'avenir. Et donc le bon Carbonnier, bah, il prend son couteau le plus affecté, il sectionne la rate parce que de toute façon il sait qu'il ne peut pas la rentrer, ça va être une catastrophe. Et puis il recoupe. Mais même si vous n'êtes pas des spécialistes de chirurgie abdominale, vous comprenez bien que si la rate est sortie, ça veut dire que le péritoine est ouvert, à l'air libre. Pas bon du tout ça, pas bon du tout. Infection garantie. Eh bien, le malade a guéri. Il a un peu suppuré quelques jours quand même, il faut être bien élevé, mais il n'est pas mort. Et quelques mois plus tard, il reprend son travail. Alors c'était un tel événement que la rumeur remonte jusqu'à Paris. Et l'Académie royale de chirurgie écrit à Carbonnier pour lui dire qu'est-ce que vous avez fait, racontez-nous. Il n'y a qu'un malheur, c'est qu'à un moment où il reçoit la lettre, Carbonnier était mort. Mais c'était le village où vivait la sœur
de Madame de Lagaret, qui renvoie la lettre de l'Académie de chirurgie à Monsieur de Lagaret pour qu'il réponde. Et Lagaret répond d'autant plus facilement qu'il était au courant de l'histoire, puisque Carbonnier lui avait envoyé la rate dans un bocal avec de l'alcool dessus. C'est la recherche scientifique. Hein. Donc il était très au courant, et il raconte, il confirme tout ça. Alors, le premier élément intéressant de cette lettre, c'était pas des guignols, les chirurgiens de Lagaret. Ils étaient capables de faire une splénectomie et que les gens ne meurent pas d'infection. Donc ça prouve, même s'ils n'avaient pas la pratique de l'asepsie, bah, ils devaient travailler quand même assez proprement pour que ça se termine comme ça. Il avait été bien formé, ce monsieur. Et puis, deuxième élément magnifique, l'appréciation que Claude donne dans sa lettre de ce Jean-Baptiste Carbonnier. Il dit « C'était un fort honnête homme, véridique, qui voyait les pauvres par charité avec plus de plaisir que les riches pour de l'argent. » Il voyait les pauvres par charité avec plus de plaisir que les riches pour de l'argent. Cet homme avait été formé à Lagaret. Il me semble qu'on peut entendre cette phrase aussi de manière un peu autobiographique. C'est comme ça qu'on soignait à Lagaret. On voyait les pauvres par charité avec plaisir. Et ça, c'est quelque chose qui me frappe de plus en plus, c'est de voir la joie que les Lagaret avaient de servir les pauvres. Ils ne faisaient pas ça par pénitence et en soupirant. C'était des gens heureux, les Lagaret. Troisième exemple, c'est le chantier complètement fou dans lequel nous nous sommes embarqués il y a quelques mois. Il y a quelques mois, j'avais vraiment l'impression que, ça y est, on avait fait le tour de la question. En histoire, on peut toujours explorer les archives, mais il y a un moment où il faut savoir s'arrêter. Et j'étais pas loin de penser qu'on y était. Jusqu'à ce que Benoît Paris, ici présent, ait l'idée lumineuse de dire « Mais nous n'avons pas regardé les registres de contrôle des actes ». Je ne savais absolument pas ce que c'était que cette bête-là, mais Benoît, qui connaît bien ces questions des notaires et tout ça, dit « Mais comme nous n'arrivons pas à retrouver les archives des notaires des Lagaret, normalement, ils étaient obligés de faire enregistrer leurs actes et on peut trouver dans les registres de contrôle, ce qui est devenu l'administration de l'enregistrement, une trace des contrats passés par Lagaret. » Alors, écoutant pieusement toujours, avec beaucoup de respect, les conseils que donne Benoît, je vais voir, je fais quelques sondages dans les registres. Il se trouve que les registres de contrôle des actes des îles et Vilaine ont été numérisés, Côte d'Armor ont été numérisés, donc on peut les consulter de chez soi, ce qui est quand même commode. On fait quelques sondages à des dates où on savait qu'il y avait eu des contrats, bingo, on les trouve. Et donc, je dis on parce que, heureusement, nous sommes plusieurs, avec Cécile, Patrick et Benoît, à faire ce travail. C'est un peu un travail de fou parce que, sur la durée, on fait l'enquête depuis le mariage des Lagaret jusqu'à leur mort. Ça fait 113 registres qui font 200 pages chacun, avec entre 10 et 12 actes par page. J'ai fait le calcul pour vous, ça fait 100 000 actes. Oui. Et donc, on en a fait 90%. Donc, on va y arriver. Mais il y a des soirs où on a les yeux qui font un peu gling-long quand même, hein, parce qu'on traverse un peu rapidement les pages pour trouver. Mais ça a été une mine de renseignements extraordinaire. D'abord, on y a retrouvé des informations qu'on connaissait déjà. Alors ça peut vous paraître du temps perdu. En histoire, c'est très important. Plus on a de sources qui convergent, plus on est sûr de ce qu'on raconte. Et en particulier, ces registres nous ont permis de conforter l'idée que les deux grandes biographies qui ont été faites, les premières, celle de Monseigneur de la Bastille, un an après la mort de Claude Toussaint, et celle de l'abbé Caron en 1782, sont d'une fiabilité remarquable. C'est-à-dire que quand ils disent le 11 septembre, M. de Lagaret a fondé un contrat de 50 000 livres, eh bien on retrouve le 11 septembre un contrat de 50 000 livres. C'est très très précis. Donc ce sont des gens qui ont très bien travaillé comme historiens. Ce qui est intéressant parce que leur texte peut donner l'impression d'être un peu une géographie chantant les louanges des Lagaret, et de ce fait, vous savez, les historiens regardent la géographie un peu du bout des doigts. Ben non, c'est extrêmement fiable. Donc, le fait de retrouver dans les registres de contrôle des actes
dont nous avions entendu parler par ailleurs, est déjà une information très importante. Et puis, deuxième chose, nous y trouvons des informations absolument inconnues, et entre autres, la plus touchante, si on peut dire, et je hommage à l'inventrice, puisque en archéologie, vous savez, celui qui trouve un trésor, c'est l'inventeur du trésor. Ça ne veut pas dire qu'il l'a créé. C'est Cécile qui, un soir, les yeux fatigués, est tombée sur cet acte. Il se trouve que c'est elle qui l'a trouvé. Nous avons trouvé que quelques mois après leur conversion, les Lagaret se sont fait une donation mutuelle et totale de leurs biens à cause de la sincère affection qu'ils se portent. C'était un acte de mise en commun des biens qui était prévu par la coutume de Bretagne, mais qui n'était pas très fréquent dans les milieux aristocratiques. Chacun restait propriétaire de ses biens et les transmettait à ses propres héritiers. Et là, après la conversion, ils font ça. Pas mal, déjà. Deuxième étape, parce que dans les registres de contrôle, c'est des résumés en quelques lignes, donc on reste un peu sur sa fin. Mais quelquefois, il y a un autre registre qui s'appelle, c'est quand même délicieux le titre, Registre des insinuations selon le tarif. Vous voyez, on a quand même des loisirs sympathiques. Hein. Donc on va regarder le registre des insinuations selon le tarif, parce que dans ces registres-là, il y a le texte complet de l'acte, de temps en temps. Et là, il se trouve qu'il y est. Et donc, nous avons le texte complet de cette donation mutuelle et totale de leurs biens des Lagaret. Tout ça était déjà fort émouvant, surtout avec la mention à cause de la sincère affection qu'ils se portent. Mais voilà qu'en regardant ce qui se passe après la mort de M. Lagaret, on découvre avec stupéfaction que cette donation qui était faite pour protéger Marguerite des héritiers de Claude Toussaint qui pouvaient évidemment reprendre la main, si on peut dire, c'était la loi, eh bien, Marguerite renonce. Un mois après la mort de son mari, elle renonce à la donation et donc à la protection que ça représentait pour elle. Quelques jours après, les héritiers font mettre les scellés sur le château de Lagaret et on commence un inventaire. Le château de Lagaret devait être assez bien meublé puisque l'inventaire a duré 17 jours et tout a été vendu. Ce qui veut dire que les registres de contrôle des actes nous ont permis de découvrir avec stupéfaction que pour les 2 dernières années de sa vie, Marguerite a vécu, elle n'a pas vécu dans le château parce qu'il était vide, elle a vécu très probablement à l'hôpital parmi les pauvres. Donc voilà ce qui fait, je dirais presque notre quotidien. Alors rassurez-vous, il y a des jours c'est très 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 austère, parce qu'on a soit rien, soit des contrats de mise en location d'une lande qui fait 2 journaux et pour lequel les Lagaret demandent un loyer d'un poulet. Mais c'est quand même incroyable, quand ils faisaient un contrat avec un loyer d'un poulet, ils allaient chez le notaire, ils faisaient un contrat en bonne et due forme et ils allaient le faire enregistrer dans le registre de contrôle des actes. On ne rigole pas à Lagaret sur la rigueur de la gestion, hein, c'est très étonnant. Donc on a presque fini d'éplucher ces registres, il nous en reste, j'ai regardé ce matin, il nous en reste 13. Hein. Courage, on va y arriver. Et je pense qu'une fois qu'on aura fini ces registres, on va se dire qu'on aura fini, parce qu'il y a quand même un moment où il faut s'arrêter. Pour vous donner une idée, si on prend simplement les archives, les actes, enfin tout ce qu'on a trouvé manuscrit, retranscrit, on dépasse largement les 600 pages d'actylographie. Et alors ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait un peu un essai pour voir est-ce que pour elle, on aura autant de documents que pour lui. En fait, il n'y aura pas une différence, il y aura une différence, il y a des actes qui n'impliquent que lui, mais ils ont tellement souvent signé ensemble qu'on sera à 450 pages pour elle et à 650 pour lui, quelque chose comme ça. Donc une fois qu'on sifflera la fin de la partie recherche, il faudra qu'il y ait encore un lourd travail de mise en forme selon les normes romaines, puisque l'ensemble du dossier apporté par la commission historique, ça va faire 1500 pages à peu près, qu'il faut mettre en forme d'une certaine manière. Et puis ensuite, donc on s'est donné avec les commissions d'enquête l'hypothèse qu'on termine tout ça pour la fin de l'année et qu'on puisse porter le dossier à Rome début 26. Et là, comme j'ai déjà eu l'occasion de vous dire, il va falloir commencer à être très patient.